C'est un témoignage très rare. Bonjour Maryse, j'ai envie de dire Maryse Dassin. Oui, mais c'est mon nom. On peut dire le nom de celui avec lequel vous avez partagé 14 ans de votre vie, Joe Dassin. Avec grand plaisir, je les ai partagés. Oui, 14 ans inoubliables. Absolument, bien sûr. C'est des années de jeunesse, au fond. Non seulement de jeunesse, mais Joe a commencé à chanter pour me faire la cour. Et ça s'est terminé que je lui ai fait faire un disque pour l'avoir plus près, d'avoir une gravure. Et CBS l'a entendu et lui a fait un contrat. Et on a débuté le métier ensemble, puisque j'ai connu le métier avec lui. Ouais, vous allez l'épouser le 13 décembre 1963. Non, le 13 décembre 1963, vous le rencontrez. Vous allez l'épouser en 66. Mais je voudrais vous faire entendre une chanson, Maryse, qui montre combien, écoutez ça, Joe Dassin est présent d'une manière absolument incroyable. C'est cette chanson dont le texte magnifique est écrit par Claude Lemel, qui a écrit des centaines de chansons pour Joe Dassin. Écoutez Les yeux d'Émilie. Et là, c'est vrai, Maryse, qu'est-ce qu'il dirait, Joe, de ce succès aujourd'hui d'une chanson qui était presque passée inaperçue à l'époque? Oui, mais il serait très surpris, surtout comme moi d'ailleurs. Je suis très étonnée, mais très contente, mais très étonnée quand même. Oui, étonnée parce qu'il est tellement présent, oui, alors qu'il nous a quittés en 1980, oui. À l'âge de 41 ans. Oui, on va en parler. malheureusement. Oui. Oui, on va entendre encore cette fois la version de Joe Dassin, Les yeux d'Émilie. C'est vrai que ce sont des chansons populaires que chacun connaît encore aujourd'hui, qui sont en quelque sorte immortelles. Mais c'est ce qu'il voulait. Il a atteint son but. C'est exactement ce qu'il avait envie de chanter, c'est ce qu'il avait envie de faire. Donc je trouve ça formidable qu'on ne l'ait pas oublié et qu'on sache toujours qui il est. Moi, je trouve ça magnifique. Oui, il aurait aimé être encore dans le cœur des gens. Son cœur battait pour le public. Oui, évidemment qu'il était très, très attaché à être populaire et à ce qu'on l'aime. Bien sûr qu'il aimait ça. Quand les arènes de Béziers ont été pleines un jour où j'étais là, ça a été peut-être un des plus beaux jours de sa vie. Bien sûr qu'il aimait ça. Oui, écoutez sa voix. Il faut dire que Joe grandit aux États-Unis, son père est réalisateur de films, sa maman est violoniste virtuose, il fuit les États-Unis, cette famille arrive en France dans les années 50, et puis un jour il va repartir lui-même aux États-Unis, oui. Et il garde cette âme américaine, Joe, quand vous le rencontrez. Il était resté américain, il était tout à fait d'abord américain, et après il avait adopté la France. Mais il était quand même... D'ailleurs, il avait gardé son passeport américain. On lui a proposé d'avoir une nationalité française. Il a gardé son passeport. Oui, il chantait du Brassens dans les rues de New York. Non, à Ann Arbor, là où il était étudiant en ethnologie. Oui. Il ne savait pas qu'il allait devenir chanteur. Il voulait écrire des romans, il voulait... Non, il n'a jamais imaginé qu'il allait chanter. Il a bêtement chanté parce qu'il m'a fait la cour avec sa guitare et que j'ai voulu avoir un petit disque souple pour le réécouter chez moi. Et donc, on l'a fait chez CBS par une amie qui l'ont entendu et qui lui ont proposé de chanter. Mais il a refusé pendant presque un an. Le contrat a été signé, ça se passait au mois de décembre, et le contrat a été signé au mois de novembre de l'année d'après. Oui, il voulait pas être chanteur. était timide. Il n'avait pas du tout l'intention d'être chanteur, il voulait être dans le cinéma. D'ailleurs, quand il est venu en France, quand je l'ai connu, il était assistant de réalisateur, il a même lui-même été acteur. Et en fait, c'était le cinéma qui l'intéressait. Mais la chanson, il n'y avait jamais pensé. Oui, Jules Dassin avait fait tourner des petits rôles. Oui. Mais oui, bien sûr, oui, il avait tourné avec son père. D'ailleurs, quand je l'ai connu, il venait de terminer Top Capi, dans lequel il avait tourné. Après, il a tourné Le Trèfle Rouge aussi, avec Eddie Constantine. Enfin, il a fait 2-3 films. Oui. Il a tourné dans What's New Pussycat. Enfin, il a fait des films. Et son idée était... Il a tourné dans Lady L aussi.
Là, on était à Nice, au studio de la Victorine, mais il ne pensait pas du tout chanter. C'est vrai que vous le rencontrez dans un bal masqué. Oui. Ça, c'est quand même étonnant. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, à l'époque, Maryse? Moi, je faisais rien, j'étais en vacances. Mais j'étais déguisée en Jeanne d'Arc, et lui était déguisé en pirate. D'ailleurs, il avait un très très beau déguisement. Il avait surtout un maquillage magnifique parce que c'était pendant le tournage de Top Capi. Et en fait, il y avait peut-être 2000 personnes à cette soirée. C'est une soirée qui était pour la sortie d'un disque qui s'appelait Un monde fou, 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 de chez Barclay. Et en fait, je l'ai aperçu, il m'a intéressé comme ça de loin. J'ai essayé de trouver quelqu'un qui le connaissait. Puis lui aussi a fait pareil sans le savoir. Et une amie nous a présenté et on s'est dit, mais on a déjà passé une soirée ensemble. Il y avait 2 ans et demi, avec d'autres amis, à Saint-Germain, au club Saint-Germain. Mais on ne s'était pas reconnus ni l'un ni l'autre, puisqu'on était maquillés pour la soirée. Vous ne saviez pas la tête qu'il avait alors, c'était un pirate. Mais non, mais quand je l'ai pas reconnu... Vous voyez qu'il faisait quand même à plus d'1m80, hein. Ça, oui, c'était une caractéristique. Non, mais je ne l'ai pas du tout reconnu, puisque j'ai attendu que quelqu'un me le présente. Et quand on m'a présenté, j'ai dit, mais on se connaît, on a passé une soirée ensemble il y a 2 ans. Et après, on ne s'est plus quittés. Oui, c'est un coup de foudre. Oui, après, voilà, on s'est vraiment plus quittés. Oui. Pour 14 ans. Oui, 14 ans. Écoutez, ce morceau-là, ça va vous dire quelque chose, ça s'appelle « Je change un peu de vent ». Et ça, c'est grâce à vous. Oui. Vous pouvez nous dire, c'est vraiment grâce à vous, c'est la première chanson que Joe enregistre. Alors c'est avec ça qu'il m'a fait la cour. Avec sa guitare, il me chantait ça en anglais, bien sûr, parce que c'était une chanson américaine. Et je l'ai trouvé tellement jolie que j'ai demandé à Catherine Régnier chez CBS, fais-moi un petit disque. C'est l'origine, ça. Oui, faites un petit disque souple. Souple, comme ça se faisait à l'époque. Vous dites, au fond, d'abord, vous vouliez lui offrir pour son anniversaire. Oui, non, je voulais surtout en avoir un pour moi et puis éventuellement lui en donner un pour en souvenir à lui. Mais je voulais surtout en avoir un. Oui. Et en fait, c'est comme ça que CBS l'a forcément entendu par la bande grande ligue que je leur ai donnée, parce que je l'avais enregistré sur une bande grande ligue. Et en fait, c'est là où Catherine m'a dit, j'ai dit non, lui aussi d'ailleurs. Et je vous dis, pendant 1 an, il a reculé pendant 1 an. Oui. Et puis finalement, après, il a fini par signer. Oui, et ça donne, écoutez ça. Ça, c'est vraiment émouvant d'entendre cette chanson-là, particulièrement. Hein. Je change un peu de vent. Qui n'avait pas été très bien enregistré non plus. Tu étais pourtant jolie, mais il faut de temps en temps que je change un peu de vie, que je change un peu de vent. Ça s'appelait Freight Train, la version d'origine. Alors, c'est le grand amour, Joe. Mais là, c'est pas encore le triomphe. Ça va être long à arriver, Maryse. Ça va être long. Est-ce que ça va être long? Pas vraiment. C'est-à-dire la première année où il a été difficile parce que CBS, ça marchait pas du tout. Ils étaient dans un mauvais endroit. Enfin, il y avait un mauvais président, il y avait des mauvais directeurs. Enfin, rien n'allait chez eux. Et donc, Joe avait signé chez eux, d'abord parce que j'avais Catherine Régnier qui travaillait là, mais que pour lui, CBS, aux États-Unis, ça représentait quelque chose. Mais à Paris, c'était catastrophique. Et là, il y a eu un changement de direction. CBS, aux États-Unis, a nommé un nouveau PDG, Jacques Souplet. Ils ont déménagé de la rue de Paris-II, il y avait des trous dans le parquet, et ils se sont installés rue Fraissinet. Et à partir de ce jour-là, Jacques Souplet lui a présenté un véritable directeur artistique, qui était Jacques Play. Parce que Joe n'avait eu personne jusque-là, que des espèces de gens qui ne savaient rien faire. Et c'est Jacques Play qui est arrivé. Oui. Et c'était l'époque où Joe avait décidé de ne plus chanter. Et quand il a rencontré Jacques, il a dit, bon, là, je veux bien recommencer et faire quelque chose. Oui, alors, parce que Jacques était formidable. C'était formidable. Écoutez, ça a été un des premiers frémissements de succès. Hein. On imagine à l'époque, il était vraiment jeune. Écoutez ça. Bip, bip. Jodassin. Il y a du soleil, bip bip, vous n'effrayez pas les petits oiseaux, bip moulé, bip moulé. J'ai rendez-vous ce soir avec la fille de mon patron. Elle fume le cigare, elle a des tout petits yeux tout ronds. Si je suis en retard, c'est toujours ça de gagner. Il y a du soleil, bip bip. C'est déjà son style. Tout est là, le style de Joe est là. Hein. Oui. Mais il avait un style d'abord, il avait un timbre.
déjà. Et comme il avait quand même... Le français, c'était sa deuxième langue, c'était pas sa langue maternelle. Donc il avait un accent. Mais il était imperceptible, cet accent. Mais il avait quand même un accent. Et d'ailleurs, il parlait français couramment, mais il faisait souvent des fautes de genre. Parce que comme c'était pas sa langue maternelle, il confondait le féminin et le masculin très souvent. Alors tout à coup, au bout d'une phrase tout à fait parfaite, il y avait une faute de genre, mais terrible. Mais en fait, c'était pas sa langue maternelle, le français. Oui. Vous vivez quoi très modestement à l'époque? Oh, on vivait comme des jeunes. Oui. Oui. Donc oui, non, on était quand même très... On n'était pas mécontents. Oui. Là, on vous voit en photo. Vous êtes évidemment des jeunes amoureux. Oui, mais ce qui a été sympathique, c'est qu'on a tout vécu ensemble au départ. C'est-à-dire que les paroles, quand elles arrivaient à la maison, j'étais la première personne à les il me les faisait entendre en premier. En studio, j'étais toujours là. Si on sortait du studio à 4 h du matin, j'étais encore avec lui. En tournée, j'ai fait toutes les tournées avec lui. On est parti, on a commencé au début. Il n'avait pas de permis français parce qu'il était américain. Il n'avait pas voulu passer son permis français. Donc il ne pouvait pas conduire en France. Donc je lui ai servi évidemment de chauffeur au début. Et on a fait toutes les premières tournées ensemble. Et je dois dire que c'était très sympathique parce qu'on ne pouvait pas rêver mieux que ça. Oui. Il était comment? Il était anxieux du succès, alors, de la scène, du oui, public? Il était quand même très anxieux, mais en même temps décontracté. Donc il n'avait pas vraiment beaucoup le trac, ce qu'on appelle. Mais de temps en temps, oui. Oui. Mais il était surtout perfectionniste. Des moments de bonheur, de vacances avec lui? Alors ça, c'était encore autre chose, les moments de vacances. Il adorait pêcher au gros, donc on allait souvent dans des lieux de pêche et on partait toute la journée sur un bateau pêcher. C'était ce qu'il aimait le plus faire, d'ailleurs. Mais on avait une vie très normale, avec la famille aussi, beaucoup. Sa mère, ses petites sœurs, son père, Mélina, enfin, on vivait beaucoup en famille. Oui, il y a les succès. On va entendre encore une autre chanson parce que ces chansons finissent, on entend les Dalton, finissent par être chantées par la France entière. Les Dalton, c'est un souvenir, les Dalton. Oui, mais toutes les chansons sont des souvenirs. Il n'avait pas fait cette chanson pour lui. Il voulait la donner à Henri Salvador. Et c'est Jacques Plé qui lui a dit, pas question, tu vas l'enregistrer. Mais il n'avait pas du tout l'envie de l'enregistrer, puis ça a été un succès pour lui. Oui, écoutez-le, les Dalton. Mais les Dalton, il n'y a plus personne. C'est Jacques Plé qui parle. Oui, c'est son producteur. Et alors, il est en même temps avec des chansons émouvantes déjà. Je pense à Marie-Jeanne. Il y a déjà ça aussi. Oui. Moi, je l'aime beaucoup quand il chante des chansons. Ma chanson préférée, c'est Ton côté du lit. J'aime beaucoup quand il chante ce genre de chansons. Il avait une voix très, très chaude et très grave. Ah, une voix incroyable, hein? Très, très chaude, voilà, en fait. Oui, Marie-Jeanne, ça va être un succès. Marie-Jeanne, c'était formidable. Oui. C'était magnifique. Et ça, c'est dans un autre style qu'il ouvre une nouvelle voix à ce moment-là. Oui. Mais il pouvait faire beaucoup de choses différentes. Hein. Il était capable de chanter des choses complètement différentes. Oui, une chanson profonde, celle-là, écoutez. Mais il chantait naturellement. C'est-à-dire que chanter comme nous, on respire. Ben, lui, il chantait. Il chantait toute la journée? Oui, il chantait pour son plaisir. Voilà, il chantait plus en anglais dans ces cas-là. À part quand il me chantait des chansons comme ça, mais effectivement, oui. Il était toujours avec sa guitare et il chantait très, très facilement. Oui, Marie-Jeanne. Elle n'était pas très maligne, passe-moi donc le pain. Il y a bien encore 2 hectares à labourer dans le champ de la canne. Et puis là, Maryse, c'est le triomphe, ça va commencer à arriver, on va entendre siffler sur la colline. Ah oui. Et puis il va y avoir les petits pains au chocolat, et puis il va y avoir le chemin de papa. 68. Voilà, ce sont des succès comme ça absolument incroyables. Et là, il devient une vedette. Oui. Qu'est-ce qui change dans votre vie à ce moment-là? Dans notre vie, rien. Chez nous, rien. Non, parce que justement, c'est ce que je vous disais. Quand je l'ai récupéré, parce que moi j'étais toujours au volant dans la voiture, prête, la voiture tournait, il sortait de scène, on lui jetait un peignoir sur lui, il montait dans la voiture et on partait.
Donc c'était notre rythme, c'est comme ça. Et je me souviens très bien qu'aux arènes de Béziers, qui étaient pleines, on était en train de dîner sur les contre-allées de Béziers. Le garçon de restaurant nous dit « J'ai pas pu avoir de place ce soir, qu'est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Et Joe a dit non, d'abord c'était vrai, il ne pouvait rien faire. Puis il m'a dit « Il se moque de moi. Les arènes de Béziers, c'est je crois 16 000 personnes. » À l'époque, on faisait que des petites salles. Et en fait, il avait raison, les arènes de Béziers étaient pleines. Mais quand il a été dans la voiture, je lui ai dit « Joe, n'oublie jamais qu'aujourd'hui c'était plein, tu viens peut-être l'année prochaine, il n'y aura plus personne. » Oui, Voilà. il était lucide. C'est exactement ce que je lui ai dit en sortant. Oui. Donc il était resté très lucide. Il n'y avait rien de sûr. Il y avait un mauvais disque, 2 mauvais disques. Il a eu un creux de vague d'ailleurs, Oui. avant l'été indien. C'est Oui. l'été indien qui l'a fait repartir. Et là, il est au sommet, sifflé sur la colline. Oui, sifflé sur la colline, ça a été formidable. En plus, c'était en mai 68. Là, on est au cœur de l'époque, là. Oui, mai 68. C'est passé à tour de bras à la radio parce que tout le monde était en grève. Donc son disque passait toute la journée. Oui. Donc, vous l'épousez le 18 janvier 66. Oui. Vous vous souvenez évidemment de ce jour-là? Oui, évidemment qu'on s'en souvient. Je lui disais, moi, si j'étais à ta place, je ne me marierais pas. Mais comme je veux me marier, moi, malheureusement, tu n'as pas le choix. Mais c'était vrai, d'ailleurs, je le pensais. Je trouvais qu'il était jeune, je trouvais qu'en tant que garçon, il aurait pu rester encore célibataire quelques années. Bien sûr. Mais c'est moi qui avais envie de me marier. Oui. Mais bon. Il était sollicité par les fans. Il fallait... Comme tout le monde. Oui, non, mais ça, comme tout le monde. Évidemment, qu'il recevait des tonnes de lettres, auxquelles il répondait d'ailleurs. Nous, on a répondu, enfin, je répondais avec lui d'ailleurs. Mais non, et c'était, bien sûr, mais c'était sympathique. Moi, j'étais très contente qu'il ait du succès. Oui. Évidemment. Un jour, et bon, c'est très personnel évidemment, vous allez avoir un enfant. Oui, Joshua. ça fait partie de la vie, Ouais. ça. Ça fait partie des risques dans la vie. C'est comme ça. Oui. Ce petit garçon ne va pas vivre Non, c'est... au-delà voilà, de quelques jours. 5 jours. Oui. Je crois que ça l'a beaucoup marqué. Oui. Ça a été un moment très, très dur dans sa vie. On lui avait rien refusé hein, jusqu'à maintenant. Je crois que c'est la première chose importante qu'on lui a refusée. Enfin, que la vie lui a refusé à ce moment-là. Et je regrette parce qu'il a eu 2 enfants derrière, c'est formidable pour lui. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il ne les a pas vus. Il ne les a pas vus grandir, donc c'est comme ça. Oui. C'est vrai qu'il sombre un peu en dépression à ce moment-là. Non, pas vraiment. Non, il n'a pas eu de période vraiment dépressive parce qu'il a re-signé un contrat extraordinaire en 1976. Je crois que c'est pas la peine de raconter des histoires. Je pense que le malheur, c'est qu'il est tombé dans la cocaïne. C'est ce qui l'a tué, d'ailleurs. C'est pas autre chose. Voilà. Bon, c'est malheureusement. Il n'aurait jamais dû prendre de la cocaïne. Puis il en a pris pendant 77, 78. Peut-être qu'il s'est arrêté en 80. Mais enfin, bon, moi je l'ai vu en prendre pendant presque un an. Donc, c'est au moment où j'ai divorcé, d'ailleurs. Vous divorcez le 5 mai 77. 77, oui. C'était pas possible de le réfréner dans cette chute? Non, j'allais pas l'attacher. Il était majeur, il savait ce qu'il faisait. Il avait envie de vivre une autre vie. Moi, je l'aimais beaucoup, j'ai toujours aimé, de toute façon. Donc, je lui ai ouvert la porte. C'est normal. Ah oui. Qu'est-ce qui a fait qu'il est sombré comme ça dans la cocaïne? Il n'a pas été méfiant. Je pense qu'il était peut-être trop gentil, peut-être... il ne s'est pas méfié. Je pense, parce que j'en ai parlé quand même avec lui. Il m'a dit, mais je vais m'arrêter. Je lui ai dit, tu sais, tu vas mourir. Et je lui ai dit, dans 4 ans, tu ne seras plus là. Et il n'a même pas tenu les 4 ans. Il va mourir 3 ans après vous avoir quitté. Oui. Pour une autre femme. Oui, mais ce n'est pas vraiment ça. On a divorcé parce qu'il avait envie de vivre une autre vie. Et
qui n'a pas été non plus très longue, parce que 2 ans après, il voulait divorcer aussi. Mais enfin bon, je veux dire, ça n'a pas été une expérience très positive pour lui, sauf qu'il a quand même, c'est bien, il a fait 2 enfants, tant mieux, mais qui ont été élevés tout seuls. C'est pas non plus... ils n'ont pas eu de chance. Oui. De ne pas connaître leur père, c'est quand même un manque de chance. Hein. Il vous a dit, pour vous quitter, Maryse, je veux m'éclater. Oui. C'est ça l'expression qu'il a employée. Textuellement, mais il m'a dit ça 1 an avant qu'on se sépare d'ailleurs. Et il m'a dit, cette année, je vais m'éclater. Je lui ai dit, oui, mais tu risques de ne plus être là pour ramasser les morceaux. Textuellement, ce que j'ai dit. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous saviez que ça allait mal tourner? Ah ben bien sûr, quand on se jette du 10e étage, j'ai jamais vu personne arriver sur ses 2 pieds en pleine forme, sur le trottoir. Donc lui, c'est ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est un gâchis. Qu'est-ce qu'on peut dire, Maryse? Oh, c'est malheureux, oui, c'est très malheureux. Mais en même temps, ça a été son choix. Ça a été son choix. Voilà. Parce qu'il c'était quand même pas un naïf. Il savait très bien, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, et puis c'est tout. Ne prends pas de la cocaïne. Voilà. C'est un truc qu'il ne faut pas faire. Il y avait une forme de suicide, parce qu'il avait déjà eu des problèmes cardiaques. Oui, mais il en savait même temps, oui, mais même pas ça. Le fait de prendre de la cocaïne, on n'en prend pas, quoi. Et puis c'est tout. C'est triste. Les années qui vont suivre, après votre séparation, vous allez assister... Moi, ça a été très court, hein, parce qu'on s'est séparés en 77. On a divorcé en 77, et je l'ai vu 2 mois avant sa mort, en 80. Donc, ça a été vraiment très... Moi, ma vie a continué, évidemment, forcément. Autrement, mais très bien. Donc, oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, 2 mois avant sa mort? Comment était-il? Moi, il est venu me voir au mois de juin. Il était très, très mal en point. Et j'étais toujours en contact avec mes belles-sœurs et ma belle-mère. Il est à peine sorti de chez moi. Je l'ai vu au fond du jardin. J'ai appelé mes belles-sœurs. J'ai dit, Joe va mourir cette année. Il faut vous en occuper. Il va très mal. Il va mourir cette année. Et ça, c'était au mois de juin. Et il est mort au mois d'août. Donc, il était au bout du rouleau. Physiquement, je l'ai vu au bout du rouleau. Pour que je dise ça de façon très sérieuse, c'était pas, je ne suis pas Madame Soleil. Hein. Et là, il n'y avait rien à faire pour l'aider? On ne pouvait plus rien faire? Moi, je n'étais pas là. Hein. Moi, j'avais ma vie, il avait la sienne. Je ne sais pas. Je pense que le voyage qu'il a fait, c'est ce qui l'a tué aussi, parce qu'il est parti le plus loin qu'il pouvait. Il est parti à l'autre bout du monde exprès, pour s'éloigner de tous ses problèmes. Et je pense que le voyage, là, à mon avis, ça a bien aidé. C'est une forme de suicide, ce voyage? Ah oui, oui, il a eu un voyage très long, je le sais, parce que c'était avec ma belle-mère. Donc moi, j'ai toujours reparlé après avec ma belle-mère, bien sûr. Donc sa propre mère s'est rendue compte que c'est un voyage qu'il n'aurait jamais dû faire, qu'il n'était pas en état de faire. Mais il voulait partir le plus loin possible de ses problèmes parisiens, en fait. Mais il n'en pouvait Parce que plus. son divorce était très compliqué à l'époque, très, très compliqué. Avec moi, il n'y avait eu aucun problème, puisqu'on avait tout fait à l'amiable, et en sortant du palais de justice à Versailles, on s'est embrassés sur le trottoir. Donc ça voulait quand même dire que tout avait été facile. C'est ce qu'il n'a pas eu, évidemment. Donc ça a été très compliqué pour lui à ce moment-là. Oui, il va mourir d'un infarctus à 12h30 à Tahiti, Oui. 1980. Claude Lemel, qu'on aime beaucoup, son parolier est là. Oui. Il s'effondre. Oui. Évidemment, vous vous souvenez de... On m'a appelé tout de suite. Moi, j'étais en vacances dans le golfe Persique. Donc on m'a appelé pour m'annoncer son décès. Ce qui ne m'a pas surpris, en réalité, parce que je vous dis, je l'ai vu 2 mois avant, je l'avais vu au bout du rouleau. Il était épuisé. Épuisé.
On a du mal à comprendre qu'est-ce qui a poussé cet homme qui avait tout, comme ça. Le succès, même s'il y avait quelques passes où il y avait moins de succès. Mais... L'imprudence. Il a été imprudent. Voilà. Il y a une forme d'imprudence. Oui, il a été imprudent. Imprudent de prendre de la cocaïne, imprudent de boire de l'alcool, imprudent de se marier pour divorcer 2 ans après dans des problèmes compliqués. Non, il s'est fait une vie difficile par imprudence. Il n'a pas été, comme on a pu le lire, entraîné par Personne sa ne vous nouvelle entraîne femme. nulle part. Oui. Non, ça me fait rire quand on dit ça, parce que vraiment, personne ne peut vous entraîner. Vous avez été entraîné, vous, dans votre vie? Moi non plus. Oui. Voilà. Personne ne vous entraîne nulle part. Si vous avez quelqu'un qui vous met un pétard sur le ventre, là, effectivement, bon. Mais à part ça, personne ne vous entraîne nulle part. Quand vous ne voulez pas y aller, vous n'y allez pas. Je vous dis, moi, j'avais de la cocaïne à la maison, j'aurais pu me shooter matin, midi, soir, du lundi au dimanche. Mais je pense que même avec un revolver sur le ventre, j'aurais dit non. Oui. Et ça, c'est personnel. Mais qu'au fond, vous avez continué à l'aimer, même si vous avez refait votre mais vie. Il est resté comme ça. Mais bien sûr, je l'aime toujours. Moi, j'écoute encore ses chansons avec un grand plaisir. J'ai encore plein de bons moments de l'entendre. Non, mais je suis... pour moi, il est toujours vivant dans ma tête. Ouais. Bien sûr. Oui, mais on ne meurt pas à 41 ans, Maryse. Bien sûr que c'est triste. Mais moi, j'ai que des très bons souvenirs avec lui. Donc, je ne peux pas les effacer. Les mauvais, j'en ai pas eu. Alors... Oui. Et lui, vous pensez qu'il a eu des regrets à un moment? Ah, j'en sais rien. Alors là, ça... Il n'a pas exprimé de regrets? Ah, je ne sais pas. Je n'ai jamais été demandé à personne. Je ne pense pas. Je ne pense pas. La seule chose qui me fait penser qu'il a dû, oui, peut-être un peu, c'est qu'il est venu me voir 2 mois avant sa mort, alors qu'on ne s'était pas vu depuis notre jour du divorce, c'est-à-dire 3 ans avant. Il est venu me voir avec tout son dossier de son divorce qui était très, très compliqué, de la garde de ses enfants, etc., etc. Il est venu passer 2 heures avec moi pour me raconter tout ça. Parce qu'il voulait que je fasse une déclaration comme quoi il avait été un très, très bon mari. J'ai dit, oui, bien sûr, tu as été un mari merveilleux, pour moi, c'est la vérité. Mais comment je justifie que j'ai divorcé? C'est un peu délicat, dans la même phrase, de dire mon mari était formidable, j'ai été très heureuse pendant 14 ans avec lui, puis la 15e année, j'ai divorcé. Ça peut paraître bizarre quand même. Eh oui. Oui. Mais donc, effectivement, il était dans un marasme total à ce moment-là. Et quand vous l'avez vu partir, vous saviez que ça serait peut-être la dernière fois? Je savais que c'était la fin. J'ai sa silhouette, définitivement. Mais oui, il était allé trop loin. Il était allé trop loin. C'est très émouvant de vous entendre, Maryse, aujourd'hui, de ce témoignage-là. Oui. Parce qu'au fond, oui, c'est un immense artiste qui reste dans nos cœurs. Et puis, il a ses fêlures, il y a l'homme. Mais on a eu une très, très belle vie quand même pendant pas mal d'années. Et moi, les tournées que nous avons faites, c'était formidable. Ces disques étaient formidables. On a eu de très, très bons moments. Donc, je sais qu'il a été très heureux. Voilà. Moi, je peux dire que les 14 ans que nous avons passés ensemble, je sais que ça a été des années heureuses. Vraiment. Oui. Voilà. Il y a eu un moment, tu vas entendre cette chanson, il était avec vous à ce moment-là. C'est tellement Joe, les Champs-Élysées. Oui. Et ça, c'est Joe Dassin éternel. Tout à fait. Écoutez. J'ai envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil. C'est vrai que c'est ça, Joe Dassin. Oui. C'est ça qu'il voudrait qu'on retienne de lui. Mais on retient Ouais. ça, je pense. Moi, je pense que les gens se souviennent de ces belles chansons. Moi, je vois même des jeunes qui ne l'ont évidemment pas connu, puisqu'il est mort déjà 40 ans, mais qui connaissent ces chansons par cœur, et je trouve ça fantastique.
Ouais, je trouve ça épatant. Oui. Il a une immortalité. Oui, Ouais. On va se quitter avec une de ses plus belles chansons, Maryse, La fleur aux dents. Je l'aime beaucoup parce que c'était le premier succès écrit avec Claude Lemel, oui. qu'on aime beaucoup tous les deux. Et Maryse, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui? S'il nous entend quelque part ou si il est toujours là, mais... Ouais. Je pense qu'il a fait un mauvais choix, mais c'était... Il avait le droit de faire un mauvais choix. Mais c'était son choix. C'était son choix, donc il avait le droit. Ouais. Il était... Quand même, c'était un garçon qui était cultivé, qui était instruit. Donc on ne peut pas dire qu'il a débarqué de sa montagne et puis il connaissait personne, il connaissait rien. Il avait beaucoup voyagé, enfin il avait fait beaucoup de... Donc il était au courant de toutes les choses. Il était au courant de la vie. Donc, à partir de là, est-ce qu'il avait des instincts suicidaires malgré lui? Moi, je pense que c'est ça. Son subconscient, c'est même pas lui d'ailleurs. Son subconscient devait être suicidaire. Parce qu'il s'est suicidé. Ça a été une façon de se suicider. Hein. Quand on sait ce que c'est que la cocaïne, on sait ce que c'est. Il a eu un souffle au cœur à 20 ans, après il a eu une péricardite à 30 ans. On avait une vie très saine quand même. Hein. Ouais. Enfin, moi, quand j'étais avec lui, on avait une vie très saine. Une autre chanson. Allez, on va en se mettre encore une autre chanson, Maryse, L'Amérique. Ah, l'Amérique. Ça, c'est Joe Dassin. Ouais. Et on a envie de dire, comme ces chansons sont tellement là, Oui. qu'il n'est pas mort au fond. Ah, mais moi, Ça, c'est vrai. pour moi, il est toujours présent. C'est, Dans votre cœur, Maryse? dans mon cœur, dans ma tête, dans ma vie, puisque j'écoute ses disques très facilement. Non, pour moi, il est toujours là. Ces 14 années, on ne vous les enlèvera pas. Ah ben non, ça, de toute façon, c'était des années importantes de ma vie. Quand on est jeune, on a débuté ensemble, on a tout fait ensemble, on a réussi ensemble. Donc, j'ai eu des moments merveilleux. Bien sûr que j'ai eu des moments merveilleux. On a traversé la France dans tous les sens. On a fait des beaux voyages, donc c'était très sympathique. Ouais. Mais l'image que vous voulez garder de lui, c'est quoi, Maryse? L'image que vous gardez, vous? Moi, je garde une belle image de lui. Je ne garde que des bons moments. J'ai que des souvenirs de bons moments. C'est même curieux. Si on me demande quel a été le mauvais moment, je ne suis même pas capable de le dire. C'est curieux d'ailleurs. Oui. Bon, on ne s'est jamais disputé, alors qu'on vivait 24 heures par jour ensemble. On ne s'est jamais disputé. Et on ne s'est même pas disputé quand on a divorcé. Donc je peux garder que des bons souvenirs. Mais je suis très contente de garder des bons souvenirs. Ça me satisfait. Oui. Ah oui. Écoutez, allez, on se quittait encore une autre chanson, Et si tu n'existais pas. Ah ben oui. Et ça, c'est le Joe tendre. Oui. C'est aussi celui qu'on Oui. retient. Pour vous dire merci, Maryse, pour ce témoignage. Oui. C'est important de dire les choses aujourd'hui, de dire la vérité. Oui, si on peut. Non, moi je trouve très sympathique que les gens continuent à l'écouter et continuent à l'aimer. Moi je trouve ça merveilleux. Oui, Et on l'aime. oui, mais tant mieux que les gens continuent à l'aimer. Oui. Merci. Témoignage de Maryse, Maryse Dassin, pour toujours. Merci à vous. Oui. Merci de m'avoir Merci reçu. surtout à vous pour votre confiance, Et- Maryse, d'être venue, parce que vous n'avez jamais témoigné comme ça. Non, je le fais très peu. Si, oui. Je le fais très peu parce que ça ne m'intéresse pas du tout. En fait. Mais nous, ça nous intéresse. Merci, Maryse Dassin Je vous en est là. prie. Et Joe aussi. Oui, Écoutez. oui. Merci pour lui. Endormi dans mes bras que je n'aimerai jamais.